Donc les formulaires, Symfony a deux composants majeurs pour les formulaires, donc le composant de formulaire et puis le composant de validation. C'est les deux sujets que je vais traiter aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense que beaucoup de gens me connaissent ici, donc je suis Hugo Hamon, responsable du pôle formation chez Sensio Labs, et conférencier et contributeur à Symfony, à Chamon sur Twitter, si vous voulez me suivre. Je passe mon temps beaucoup à voyager. Ceux qui me suivent sur Twitter doivent me voir souvent voyager par-ci, par-là. C'est le côté fun de la formation, en plus de rencontrer plein de gens et de faire des conférences. Petit rappel, s'il y a des gens dans la salle qui sont à la recherche d'emploi, on recherche des développeurs PHP, Symfony, donc n'hésitez pas également à nous solliciter. Oups. Donc, première partie du sujet, les formulaires. Je passerai après sur la validation. En gros, c'est à peu près moitié-moitié sur le temps, enfin un peu plus sur les formulaires et puis un peu moins sur la validation. Mais c'est ce sujet en deux parties. Donc les formulaires, ma question, pourquoi la gestion des formulaires est-il si compliquée? D'après vous, est-elle si compliquée? Vous avez des idées? Qu'est-ce qui, selon vous, dans les formulaires, qu'est-ce qui peut être compliqué quand vous avez l'habitude de travailler avec des formulaires en PHP d'une manière générale? Pardon? La validation, donc, première chose, effectivement. Valider que les données qu'on reçoit, il y a encore des gens qui arrivent. Pardon? Ouais. Pardon, je sais pas. Le type de données, ouais. Templating aussi, le rendu. Ok. Ouais, de la sécurité, c'est important. Donc en fait, les formulaires, c'est un domaine qui est assez complexe. Pour ceux qui ont déjà fait du Symfony 1 et qui ont travaillé avec les formulaires Symfony 1, vous avez déjà vu à quel point c'est complexe. En fait, pour Symfony 2, le composant de formulaire, pour avoir discuté un petit peu avec Bernard, donc, qui est l'auteur initial de cette nouvelle API de formulaire, lui, il pensait à l'époque, dans les prémices de Symfony 2, quand il fallait réécrire ce composant de formulaire de Symfony 1 vers Symfony 2, il s'est dit, ouais, les formulaires, ça va être assez facile à faire comme composant, en gros, quelques semaines de travail et c'est réglé. Et on voit encore aujourd'hui, il y a la majorité des bugs et des problèmes sur les formulaires, c'est sur le composant de formulaire, puisque un formulaire, c'est pas si simple à gérer, il y a plein de cas. On a dit la validation, on a le rendu, d'accord, s'assurer que quand on rend le formulaire, on le rend correctement, qu'il n'y a pas, par exemple, de faille XSS. On va faire attention quand on réaffiche les données dans le formulaire. Il peut y avoir les problématiques d'internationalisation, d'accord. En fonction de la langue de l'utilisateur, on va peut-être afficher le formulaire un peu différemment, ou du moins traduire certains labels ou certaines informations dans les formulaires, ou afficher des formats de dates différemment. On peut rencontrer également les problèmes d'upload de fichiers qui ne sont pas toujours simples à gérer, ou je ne sais pas, les collections, les formulaires imbriqués, tout ça fait qu'un formulaire c'est pas si simple à gérer, donc le composant de formulaire de Symfony est là pour simplifier tout ça. Bon, donc c'est basé bien sûr sur Symfony, ça je vous le cache pas. Alors en termes d'architecture, ce composant de formulaire, là je m'intéresse vraiment au package form, au composant form. Vous avez dans ce composant form une couche, on va dire, de fondation qui compose en fait le cœur du système de formulaire. Et cette couche de fondation qui est assez légère finalement va reposer sur un système d'extensions. Donc dans Symfony, quand vous travaillez avec Symfony, en gros toutes ces extensions elles sont globalement déjà intégrées les unes aux autres, mais si vous souhaitez utiliser ce composant de formulaire en dehors de Symfony, comme je vais le montrer, vous allez devoir utiliser ces briques à votre guise et les activer explicitement. Donc on a la première brique fondamentale, c'est la brique core, l'extension core. Donc en fait l'extension core c'est un ensemble de classes dans ce composant. Et il y a une classe qui s'appelle la core extension qui est activée par défaut. Et autour de cette extension core gravite un ensemble d'autres extensions. Par exemple l'extension CSurf qui va permettre de mettre en place la génération des jetons uniques pour sécuriser le formulaire. Vous pouvez également avoir une extension, vous pouvez également utiliser le composant Dependency Injection de Symfony pour le coupler avec le système de formulaire, pour pouvoir gérer par exemple votre type de formulaire sous forme de service.
Pour ceux qui utilisent les ORM, il y a des extensions bien particulières pour fournir des classes de formulaires pour les ORM. Et vous pouvez imaginer, donc c'est pas que c'est en gris, imaginez écrire d'autres types d'extensions pour d'autres librairies. Donc là, par défaut, si par exemple dans Zen Framework ils veulent utiliser le composant de formulaire, ils pourront écrire une extension spécifique pour intégrer le composant de forme de Symfony dans Zen. Et par-dessus ça, en fait, par-dessus cette couche d'extension qui va contenir, on va dire, la logique et les classes pour fournir des types de formulaires, on va avoir toute la partie rendu. Donc le système de formulaire par défaut supporte deux types de rendu, le rendu avec Twig et le rendu avec PHP. Mais on peut aussi imaginer créer les classes nécessaires pour faire du rendu dans Smarty ou dans un autre système de templating par exemple. Donc si vous souhaitez utiliser ce composant dans vos applications PHP, vous allez devoir l'installer avec Composer, donc à minima le composant form qui a quelques dépendances avec d'autres composants. Ici j'ai mis en gros la liste de tous ceux que j'utilise pendant la conférence. Donc composant form et le bridge Twig, puisque j'ai principalement montré le rendu avec Twig. Si vous voulez faire du rendu en PHP, il faudra dépendre du composant templating de Symfony. Si vous voulez supporter les traductions, par exemple pour les labels de votre formulaire, vous avez besoin du composant translation en plus. Si vous souhaitez faire de l'upload de fichiers, vous aurez besoin du composant HTTP Foundation. On va le voir. Et puis, par exemple, si on veut faire la validation en YAML, il faut le composant validator et le composant YAML. Donc il y a un certain nombre de dépendances obligatoires et facultatives. Et toutes ces dépendances, donc, vous pouvez les récupérer avec Composer. Donc si on veut utiliser ce composant form en dehors de Symfony, en fait, il y a un peu de travail à faire au début pour démarrer tout ça. Donc tout ce code-là, grosso modo, il est fait par Symfony quand vous l'utilisez dans le cadre du framework, dans du full stack. Mais si vous voulez le faire dans une application PHP, vous voulez intégrer le système de formulaire dans du PHP classique, eh bien, vous avez une grosse partie de code à écrire. Définir quelques constantes pour ne pas dupliquer du code. Par exemple, le thème, si vous faites du Twig, le thème qui va servir par défaut à rendre vos formulaires, le chemin qui pointe vers le bridge Twig où se trouvent les templates de thèmes de formulaires, l'endroit où vous allez stocker vos templates de rendu. Donc si j'utilise Twig, je vais devoir déclarer un objet Twig Environment, donc j'aurai besoin également de Twig comme dépendance. Je vais lui dire à Twig où est-ce qu'on peut trouver des templates Twig, donc il y en a dans mon dossier de vue, mais également dans le dossier du formulaire où se trouvent les templates Twig du composant de formulaire. Et en fait, cet objet Twig, pour pouvoir l'utiliser dans le système de formulaire, on va le décorer avec une classe interne du composant de formulaire qui est le Twig Renderer Engine, donc il va se servir de Twig comme moteur de rendu. Et comme je l'ai dit, donc, ce système de formulaire a des extensions. Donc là, ici, en l'occurrence, j'ai l'extension Twig Form Extension qui contient les fonctions Twig qu'on va pouvoir utiliser dans Twig pour faire le rendu du formulaire. Donc cette extension Twig a besoin du Twig Renderer. Et de base, en fait, pour créer des formulaires vraiment le plus simplement possible, à minima, on a besoin de ces deux outils. On a besoin d'un Form Factory Builder, et du Form Factory Builder, je vais pouvoir créer une Form Factory qui, elle, va me permettre de créer des formulaires. Bon, à minima, on a besoin de ça, mais vu qu'on va devoir faire du rendu, en fait, il faut également configurer Twig ou le moteur templating PHP. Je vous montrerai, en fait, je vous donnerai à la fin le lien de tout ce code-là que vous pouvez trouver sur GitHub, en fait, qui est déjà écrit. Bon, les fondamentaux pour faire les formulaires, donc, ceux qui n'ont jamais fait des formulaires avec Symfony. En gros, dès que vous avez créé votre Form Factory, donc ici, c'est mon fichier de Bootstrap, en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est mon fichier de Bootstrap. J'ai mon objet Form Factory, et donc grâce à ma Form Factory, je vais pouvoir déjà amorcer un premier formulaire avec cette API. Donc je vais dire, je veux avoir un champ name dans mon formulaire qui par défaut sera un input texte classique. Je souhaite avoir un champ bio qui sera un text area et le choix en fait pour le sexe, donc soit homme ou femme. Donc là j'ai un type choice et ce type choice, je vais pouvoir le configurer avec un certain nombre d'options obligatoires ou facultatives. Ici, cette option de choices qui est obligatoire. Une fois que j'ai listé l'ensemble des champs de mon formulaire, eh bien, je demande à avoir l'objet de formulaire. Cet objet de formulaire, dans Symfony, en fait, il sert juste
à représenter votre formulaire et à récupérer les données que vous avez postées, éventuellement de les normaliser. Par contre, on verra qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore de validation. Donc dans mon template, je parlerai après du rendu, mais si je rends mon template, si je rends mon form, j'aurai ce rendu-là par défaut. Il faut voir vos formulaires en fait comme des arbres, ça c'est important. Donc en fait, j'ai mon objet form, ma variable form, qui est de type form. Et dans cet arbre, en fait, j'ai des sous-nœuds. Le nœud name, qui est un champ de type texte, un nœud qui s'appelle bio, qui est un champ de type text area, et le type gender, qui est un champ de type choice. Donc si je souhaite valider mon formulaire, là ici, je n'ai pas besoin de l'objet request de Symfony, hein, je suis dans une application PHP standard. Donc j'ai créé mon formulaire. Mon formulaire, par défaut, il a un nom que je peux demander avec la méthode getName, et donc je vais tester ici. Si dans mon tableau poste, j'ai une clé pour cette variable name, eh bien je vais venir remplir mon formulaire avec les données que j'ai postées. Et à ce moment-là, quand on fait le bind, le système de formulaire, l'objet de formulaire, va venir prendre vos données et donc il va les normaliser. On a dans le système de formulaire en interne ce qu'on appelle des normaliseurs, des data transformers, c'est assez compliqué, un concept assez complexe, mais certains types de champs peuvent normaliser les valeurs. Par exemple, vous saisissez une date avec un champ input text et vous allez obtenir en fait, après la normalisation, un objet datetime. Bon, là en l'occurrence, dans mon formulaire qui est très simple, je n'ai pas de normalisation puisque j'ai juste des champs de saisie assez classiques. Si je demande les données du formulaire, eh bien en sortie, là, je vais obtenir par défaut un tableau. Et donc ce tableau, donc si je remplis mon formulaire, j'aurai un tableau data tout simplement qui sera alimenté avec les données du formulaire. Jusque-là, il n'y a pas de grosses difficultés. Le formulaire, je peux le pré-remplir très simplement avec la méthode setData, si j'ai besoin par défaut de définir les valeurs des champs. Donc ici, j'ai rempli tous les champs. Et donc par défaut, si j'affiche ce formulaire, mon formulaire est pré-rempli. Donc cette API de formulaire dans l'extension core, là je suis sur l'extension core, l'extension core par défaut elle me fournit tout un tas de types de champs intéressants. Donc par exemple les champs choice, on l'a vu, les checkbox, le champ monnaie, si on veut saisir un prix, vous faites un site e-commerce, vous voulez saisir un prix, vous avez le champ de monnaie, ou le champ password assez classique pour mettre un type password. Et puis on a des champs un petit peu plus complexes comme le champ collection ou le champ repeated qui eux vont embarquer en fait des sous-champs qui vont être des collections de champs. Si on regarde un petit peu de plus près l'architecture de ce système de formulaire, en fait, tous les types de champs, au final, étant d'une classe de base qui s'appelle form. Donc que ce soit un champ singulier, on va dire un type singulier comme le type texte, mais par exemple le type choice également va être un formulaire, et le type choice il a des dérivés, par exemple une liste des pays, ça va être un country choice, ou le champ date, on va avoir un sous-type également datetime. Mais au final, tout est forme, même une collection, ce que je n'ai pas mis ici, mais une collection va être également un sous-type de forme. C'est ce qui va nous permettre d'imbriquer en fait, des formulaires les uns dans les autres et entre guillemets à volonté. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent en gros le pattern, le design pattern ici qui est représenté en fait, qui a été utilisé, qui ont des idées? Je ne sais pas si vous en avez qui parlent un peu de design pattern. Non, pas du tout. Non, pas un décorateur. Un pattern qui permet de représenter des arbres. Comment? Composite. Voilà. Donc c'est composite qui est ici, en fait, qui a servi dans Symfony, il y a pas mal de design patterns qui sont implémentés. Donc là, si on parle un petit peu technique, Bernard, quand il a créé ce système de formulaire, il a voulu représenter des formulaires avec des imbrications infinies. Donc pour faire ça, en fait, pour représenter qu'un champ, qu'un champ ou une collection de champs soit la même chose, en fait, un seul champ unique, eh bien, il s'est inspiré du design pattern composite. Donc c'est ce qui explique qu'en fait, tout est forme, que ce soit un champ unique ou une collection de champs. Un champ intéressant que j'aime bien, c'est le champ répété, le type ici repeated, qui va me permettre de répéter un champ et de vérifier que les deux valeurs que je mets dans ce champ sont identiques. Donc quand je parlais de phase de normalisation, c'est ce qui se passe dans ce champ de type repeated. Ici, je définis qu'un seul champ, c'est ce champ password, mais je vais répéter en réalité deux champs de type password. Et ce type de champ, quand je vais saisir la donnée, quand je vais associer avec la méthode bind les données postées au formulaire,
le formulaire va vérifier que j'ai bien effectivement saisi 2 fois la même valeur dans les 2 champs. Et si ce n'est pas le cas, par défaut, on va avoir une phase de, entre guillemets, de prévalidation qui va me retourner un message d'erreur et qui va me dire j'ai pas saisi les deux mêmes informations dans les 2 champs. Et puis je peux reconfigurer si je souhaite les labels de chacun des champs. Donc j'ai bien ici 2 champs, password et confirmation, qui vont donc être validés en même temps. Pour le rendu, donc j'en ai parlé, on peut utiliser au choix du templating en PHP ou en Twig. Donc ici, le engine, c'est un objet de type PHP Engine dans le composant templating. Ou alors, vous pouvez utiliser le Twig, comme je l'ai montré au tout début dans le fichier de Bootstrap. Dans les 2 cas, je rends un template, Twig ou un template PHP, et je lui envoie des variables pour le rendu. La variable qu'on envoie à la vue, ce n'est pas l'objet form dans sa globalité, c'est un objet form view, donc qui contient seulement les données qui sont utiles à l'affichage, donc les labels, les différents champs, les messages d'erreur. Et on ne va pas envoyer tout l'objet form qui contient plein de choses comme le validateur par exemple. On a également la possibilité d'agir sur le rendu avec tout un tas de méthodes, donc que ce soit pour du rendu en PHP, donc dans mes templates PHP, je vais pouvoir choisir de rendre un certain nombre d'informations, par exemple rendre la balise, l'attribut hangType de la balise de formulaire si mon formulaire contient des données, des champs de type upload, ou alors rendre un seul widget, ou alors tout le formulaire. Si je passe tout l'objet form dans la méthode widget, ça va rendre tout le formulaire avec un rendu par défaut. Mais je peux aussi choisir de rendre un seul champ. Ici, form, par exemple ici, voilà, je veux rendre que le champ bio du formulaire. Et je peux passer un certain nombre d'options également pour redéfinir par exemple les attributs CSS de ce rendu. En Twig, c'est quand même beaucoup plus concis, c'est pour ça qu'on recommande de faire du Twig. Donc en Twig, j'ai à peu près les mêmes fonctions, mais c'est plus facile à écrire. Le gros point fort de Twig, en fait, par rapport au templating en PHP, ça va nous permettre de beaucoup plus facilement agir sur le rendu, personnaliser le rendu. Donc une fonctionnalité que encore peu de développeurs Symfony connaissent, c'est le système de thème. Bien que ce soit bien documenté maintenant dans la doc, je vais pouvoir dire ici dans mon template, je veux utiliser ce template dans lequel je suis pour agir comme étant un thème pour cette variable de formulaire. Donc en fait, le template dans lequel je suis sera un thème. Et là, je décide que tous les champs password, tous les objets, tous les widgets de type password vont être rendus de cette manière-là. Donc en fait, au lieu de rendre un champ password classique, je vais vouloir décorer ce champ password avec un certain nombre de classes et de tags. Donc là, j'utilise par exemple Twitter Bootstrap, donc j'aimerais rajouter des petits pictos en plus à droite de mon champ password. Donc avec le système de thème, ici je mets le type de champ que je veux personnaliser et après j'ai un suffixe underscore widget ou underscore label ou underscore errors en fonction de l'information que je veux changer. Donc là, dans mon formulaire, si j'ai mon champ password et sa confirmation, les deux champs password vont bénéficier maintenant de ce thème-là pour être rendus. Ici, la fonction bloc, c'est une fonction générique en Twig qui m'a de rappeler de réutiliser un bloc existant. Donc on a un bloc qui s'appelle fill_widget, qui est un bloc générique pour rendre n'importe quel widget. Mais dans certains cas, on veut aussi rendre un champ bien précis du formulaire. Par exemple, le champ username, je veux également pouvoir changer son rendu, mais que pour celui-ci. Dans ce cas-là, je vais utiliser le système de bloc et je vais créer dynamiquement un nouveau bloc qui commence par underscore, suivi du nom du champ. Donc le nom du champ, c'est souvent c'est l'ID en fait, c'est l'attribut ID que vous avez quand vous ouvrez la source pour ce widget, pour ce champ. Et puis je vais vouloir personnaliser également le widget de ce champ-là. Et donc pour lui-ci, je veux ajouter un icône un petit peu différent. Donc au final, le rendu, eh bien, mes deux champs password, ils auront le petit picto cadenas avec Twitter Bootstrap, tandis que mon champ username, lui, il aura un picto profil. Et si j'ai un autre champ input classique, lui sera rendu de façon classique. Donc c'est le gros point fort avec Twig, c'est ce système de blocs qui permet de rendre beaucoup plus facilement un formulaire. En PHP, c'est beaucoup plus pénible à réaliser, c'est beaucoup plus verbeux. Donc là, jusqu'à maintenant, mon formulaire, il agit sur des tableaux. En fait, il remplit des tableaux, mais l'objectif, c'est de remplir des objets. Donc si j'ai une classe, par exemple ici, personne, donc une personne a un nom, un mot de passe, une biographie et puis un sexe. Si j'ai des propriétés publiques, mon formulaire va lire et écrire ce formulaire, va lire et écrire cet objet personne. Et bien sûr, en fait, les propriétés sont les noms des champs du formulaire. Donc là,
je pré-remplis mon objet personne, et si je force dans le formulaire les données par défaut, donc ça peut être un tableau ou un objet. Si c'est un objet, eh bien votre formulaire votre objet PHP doit avoir soit des propriétés publiques, comme c'est le cas ici, ou bien des propriétés privées. Si vous avez associé des propriétés privées, il vous faudra des getters et des setters classiques pour que le système de formulaire puisse lire et écrire dans votre objet. Vu que ça repose sur des conventions, donc il faut des propriétés publiques ou des getters et des setters, mais on peut également avoir des méthodes qui commencent par is. Donc si j'ai un champ qui s'appelle active dans mon formulaire, donc qui vient s'associer avec la propriété active, mon formulaire pourra aussi lire cette propriété au travers de la méthode isActive. Donc là encore une convention de codage dans le système de formulaire. Le formulaire, vous pouvez l'associer directement à un type d'objet ou un type d'objet à générer. Par défaut, votre formulaire, il va prendre les données, il va vous alimenter un tableau, à moins de lui spécifier ici une option data class, qui est une option interne, et de spécifier donc le chemin complet de la classe en question que vous souhaitez instancier. Donc le formulaire va automatiquement, dans ce cas-là, instancier la classe personne et remplir un objet personne. Donc, et ici, form, en fait, c'est le nom du formulaire par défaut, il s'appelle form. Donc là, d'accord, on est dans le contexte où j'utilise ce système de formulaire dans mon application PHP. Donc par défaut, là, j'ai juste activé l'extension core. J'ai pas de protection CSRF comme on l'a par défaut dans Symfony. On a dans Symfony un champ token qui est ajouté automatiquement au formulaire. Si je veux bénéficier de cette fonctionnalité, je vais devoir modifier mon fichier de Bootstrap et ajouter donc l'extension CSRF extension ici, donc dans mon Form Factory Builder. Donc l'extension core, de base, elle est activée quand vous créez la Form Factory, le Form Factory Builder. Et sur mon Form Factory Builder, je vais venir ajouter une nouvelle extension. Je viens étendre le système de formulaire avec une CSRF extension qui prend paramètre un objet CSRF Provider, donc qui est également dans le système de formulaire. Donc cette classe-là se trouve dans le composant form. Et donc j'ai ici une clé secrète pour alimenter ce CSRF Provider. Donc rien qu'en ajoutant en fait ces quelques lignes, je vais pouvoir bénéficier automatiquement dans mes formulaires d'un jeton pour protéger mon formulaire avec un jeton CSRF. Donc, type de formulaire donc personnalisé, vous avez votre formulaire. J'ai créé mon formulaire en gros dans mon contrôleur. Jusqu'à maintenant, j'utilise la méthode add pour ajouter mes champs sur mon objet. Si je reviens en arrière, je ne sais plus où je suis. J'aurais dû mettre un slide intermédiaire. Ouais, je suis un peu loin. Voilà, donc ici sur mon builder, j'ajoute tous mes champs. Si ce code-là il est dans mon contrôleur, c'est pas génial, c'est pas le meilleur endroit pour décrire mes formulaires. Donc l'objectif, c'est plutôt de s'appuyer sur un type prédéfini, pour pouvoir réutiliser ce formulaire dans un autre contexte. Par exemple, avoir ce formulaire en mode création et en mode édition. Donc ici, je vais pouvoir créer une nouvelle classe de type. Je vais étendre le système de types de champs. Donc en fait, dans Symfony, tous les types de champs sont ce qu'on appelle des types. Et donc, je vais créer mon propre type personnalisé qui va être une collection de champs. Ce type doit forcément étendre la classe abstract type et doit obligatoirement avoir une méthode getName qui donne un nom au formulaire. Ici, il va s'appeler personne, par exemple. Et vous pouvez, si vous souhaitez également, lui passer des options. Donc l'option data class qu'on a vu tout à l'heure. Donc je force à ce que ce formulaire vienne lire et écrire un objet de type personne. Depuis Symfony 2.1, on a ce nouveau composant, l'option resolver, qui permet de gérer des options en fait, donc de définir des options par défaut et de surcharger, en fait, de fusionner les options quand vous les surchargez. Donc ça c'est fait en automatique dans le système de formulaire via ce composant en fait, option resolver. Et dans cette classe également, j'ai ajouté une dernière méthode, c'est ma méthode buildForm qui me permet de définir en fait les différents champs qui composent ce formulaire de type personne. Donc au final, dans mon contrôleur, quand je vais créer mon formulaire avec ma Form Factory, je vais juste lui dire à ma Form Factory, crée-moi un nouveau formulaire à partir de ce type-là, de ce type personne. Donc on lui passe une instance de type et lui, il nous crée un formulaire. Le point intéressant en fait quand on crée des types, ici, si je reviens ici,
Je pense que beaucoup de gens qui font du Symfony également font ça en fait. Ils instancient directement leur classe de type. Le problème ici, si j'avais eu par exemple des paramètres pour construire cet objet personne type, donc imaginez qu'on a créé un constructeur, on a besoin d'injecter des paramètres. Quand vous injectez des paramètres, si vous utilisez plusieurs fois cet objet personne type dans votre application, il faudra penser également à injecter les différents paramètres nécessaires. Donc en Symfony, une des bonnes pratiques, c'est de faire en sorte que vos types soient des services. Mais là, vu que je suis pas dans un contexte de service, je peux faire à peu près la même chose. Je vais, dans mon objet Form Factory Builder, je vais pouvoir ajouter dynamiquement des nouveaux types. Avec cette méthode addType ici, je vais dire, bah tiens, cet objet personne type, peut-être qu'il y a des paramètres, donc je vais lui passer des paramètres, mais je vais en faire une référence ici avec une chaîne personne. Et donc, partout où je vais vouloir créer un objet de type, un formulaire de type personne, je vais juste dire ici à ma Form Factory, à mon usine à formulaire, je veux créer un formulaire de type personne, et lui, il va automatiquement en fait cloner ou créer un formulaire en fait, à partir du type qui est déjà référencé par une chaîne. Donc ça vous permet en fait, de vous abstraire de toute la partie construction. Ça vous le faites une fois dans votre fichier de Bootstrap, et après, partout où vous avez besoin de créer un formulaire de type personne, vous appliquez cette chaîne, et vous aurez un formulaire de type personne. Comme ça, si demain vous changez le constructeur parce que vous avez besoin d'ajouter un nouveau paramètre, vous le changez à un endroit, et pas partout dans votre application où vous instanciez manuellement chacune de ces instances de la classe personType. Donc ça, en fait, on peut le faire dynamiquement en Symfony quand vous êtes dans le contexte de Symfony, dans la full stack, avec des services qui sont tagués avec un tag form.type par défaut. Pour l'upload de fichiers, quelque chose qui arrive assez souvent, on veut uploader des fichiers, on veut par exemple uploader un avatar. Dans ce cas-là, je vais avoir besoin d'une nouvelle extension qui est la HTTP Foundation extension. Je vais être obligé de travailler avec le composant HTTP Foundation, donc j'ai besoin également du composant HTTP Foundation. Et donc je vais enregistrer cette extension, tout simplement, je vais instantier la classe, je l'enregistre dans mon Form Factory Builder, et je vais pouvoir utiliser l'upload de fichiers en Symfony. Donc je vais définir par exemple un champ picture dans mon formulaire de gestion de mon user. Je vais penser à rajouter l'attribut hangType que je peux auto-générer avec la fonction twig form hangType. Et je vais créer un objet request puisque vu que je dépends du composant HTTP Foundation, je vais créer une request. La request, elle va stocker les fichiers qui ont été uploadés. Donc mon formulaire, en fait, au lieu de lui associer un tableau de données, je vais directement lui associer l'objet request et lui va se débrouiller pour aller chercher dans la request les données qui ont été postées. Au moment du bind, le formulaire il va venir remplir mon objet personne et en cascade, dans ma propriété picture, je vais me retrouver avec un objet de type uploadedFile qui contient les informations du fichier que je viens d'uploader. Cette classe uploadedFile, par héritage, elle étend la classe SPL FileInfo de PHP, donc vous avez accès à plein de méthodes pour connaître l'extension, pour connaître le poids, les différentes permissions, le groupe, le type, tout ça vous avez accès via des méthodes. Et on a surtout une méthode bien pratique qui me simplifie largement l'upload de fichiers, c'est la méthode move. Pour les personnes qui font encore de l'upload de fichiers traditionnel en PHP avec les fonctions file, move uploadedFile et ce genre de choses, ici, je vais simplement utiliser la méthode move. Je vais lui dire à quel endroit, dans quel dossier je veux stocker ce fichier, avec quel nom. Donc on peut changer le nom à la volée. Et en sortie, je vais avoir un nouvel objet file qui correspond à la nouvelle position, la nouvelle destination de mon fichier sur le serveur. Donc les formulaires, en fait, l'upload de fichiers, c'est assez simple. En gros, le plus intéressant, c'est d'avoir cet objet file et cette méthode move. Les champs non associés également. Mon formulaire, actuellement, il agit sur un objet personne. Jusqu'à maintenant, il remplit un objet personne. Donc ma personne, elle a un nom, un mot de passe, elle a une biographie. Mais dans certains cas, on aimerait rajouter des champs qui ne sont pas liés à ce type personne. Donc ce que j'appelle les champs non associés. Par exemple, vous inscrivez sur le site et vous devez cliquer sur les conditions générales devant. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Donc j'ai un champ rules, par exemple, qui est un checkbox. Donc juste avant, j'ai tous les champs type username, password, bio, etc. Et bien là, je vais ajouter un champ rules qui est une checkbox. Et je vais dire, en fait, ce champ-là,
il n'est pas rattaché, il n'est pas associé à une propriété dans mon objet personne. Donc ça c'est une option, si je ne dis pas de bêtises, elle est arrivée en 2.1. Et donc quand je vais poster mon formulaire, dans mon tableau ou dans mon objet, nulle part j'aurai cette information. On verra après comment la valider, mais en tout cas on peut dissocier en fait les champs les propriétés qui vont être alimentées dans l'objet et des champs qui sont juste des champs qu'on va vouloir valider après coup. Là où ce système de formulaire va être intéressant, c'est dans le cas où on a des formulaires beaucoup plus complexes, où on a des collections par exemple, et donc on a un type collection dans le système de formulaire. Si mon objet personne, on peut lui demander une liste de ses hobbies. Donc je vais dire dans mon objet personne, j'ai une propriété hobby, ce que je veux venir remplir, qui est un tableau de chaîne, un tableau d'intérêt. Et je vais vouloir dire, on peut ajouter des hobbies dans cette collection, mais on peut également en supprimer si on le souhaite. Je vais pouvoir pré-remplir mon objet personne avec un certain nombre d'intérêts, un certain nombre de passions, et donc le système de formulaire va dynamiquement, via ce type collection, me créer donc 3 sous-formulaires pour venir administrer ces informations. Alors par défaut, il n'y a pas le petit JavaScript qui fait qu'on peut en rajouter un dynamiquement. On va voir que malgré tout c'est prévu. Après, c'est juste à vous de créer ce petit JavaScript. C'est ce que j'ai ici. Voilà. Dans le code qui est généré, vous avez ici une option Data Prototype qui contient en fait tout le code HTML pour dynamiquement en fait, ajouter une nouvelle ligne. Donc après, avec un petit script jQuery, vous allez chercher cette option Data Prototype et en fait vous prenez la valeur et vous la mettez directement dans le DOM, et ça vous ajoutez le nouveau champ pour ajouter dynamiquement un nouveau hobby dans votre collection. Depuis 2.1, on a également des conventions. Donc si vous avez défini une méthode add et le singulier de la propriété, donc add hobby, cette méthode va être appelée pour chacun des hobbies. Donc cette méthode va être appelée uniquement pour les nouveaux éléments que vous entrez dans la collection. Et également une méthode remove hobby, donc si vous avez supprimé un des hobbies dans votre formulaire, cette méthode-là va être appelée. Donc c'est à vous après de mettre votre logique métier pour supprimer un enregistrement. Mais le système de formulaire est suffisamment intelligent pour appeler une méthode add ou une méthode remove quand vous administrez votre collection. Donc, dans le même type que les collections, on a les formulaires imbriqués. Pour ceux qui ont déjà fait du Symfony 1, ils ont dû un peu se tirer des balles en faisant les formulaires imbriqués. Moi, le premier. Dans Symfony 2, c'est bien, c'est simple, puisque comme je l'ai dit, tout est type, en fait, tout est champ ou collection de champs. Donc au final, tout est champ, donc on peut imbriquer à l'infini des éléments. Donc si je prends un exemple simple, mon objet personne, je vais vouloir lui rattacher une adresse, un objet adresse, et donc une adresse, pareil, c'est une collection d'informations, donc une rue, un code postal, une ville, etc. Donc j'ai mon objet adresse qui a des propriétés privées des getters et des setters. Et donc dans mon objet, je vais créer un type adresse qui va venir alimenter mon objet de type adresse. Et j'ai un pays, donc j'ai ma propriété country qui va être représentée par un champ de type country, donc une liste de pays dans mon formulaire. Au niveau de ma classe persontype, je vais venir simplement définir un nouveau champ, donc mon champ adresse, qui correspond à la propriété adresse dans mon objet persontype, et je vais simplement lui dire, voilà, je veux embarquer un objet de type address type, donc il va me créer mes 5 ou 6 sous-champs dans mon formulaire. Là encore, cet élément-là, si je le définis sous forme d'une référence dans mon fichier de Bootstrap, ici, voilà, je dis j'ai un nouveau type, c'est le type address type, et partout où je veux l'utiliser, j'utiliserai la chaîne address. Donc là, j'ai un nouvel arbre, un arbre un peu plus complexe, parce que j'ai 2 niveaux. Là encore, pensez à représenter vos formulaires sous forme d'arbre. Donc j'ai le niveau principal, le formulaire, qui contient un certain nombre de champs simples, et on a un champ adresse qui est un sous-formulaire qui lui-même embarque un certain nombre de sous-champs simples. Pas facile à dire. Et là encore, si on pourrait embarquer en fait d'autres sous-formulaires à la suite. Donc au niveau de mon rendu,
je vais avoir mon formulaire principal avec ma collection ici adresse, mon type adresse. Et quand je vais poster mon formulaire avec mes données, le système de formulaire va automatiquement venir remplir cet objet adresse. Et même s'il n'existe pas, s'il n'y a pas de, par défaut, si c'est nul dans mon objet personne, vu qu'on a dit que ce champ adresse type devait créer dynamiquement un objet adresse, on a spécifié l'option data class, eh bien, on aura bien une référence, on aura bien une instance de la classe adresse dans l'objet personne. Pour l'instant, je ne suis toujours pas à la validation, ça vient après. Autre point qui arrive, sur lequel on peut être amené à travailler, c'est également le support de l'internationalisation des formulaires. Donc par défaut, le système de formulaire supporte un certain nombre de champs qui sont déjà pré-régionalisés. Par exemple, le champ birthday, qui est un type date. On va pouvoir choisir par exemple le format de date qu'on veut afficher par défaut dans le formulaire, donc le format de date dans lequel on va saisir la date. Ou alors le champ monnaie. Le champ monnaie que j'aime beaucoup puisqu'on peut lui spécifier une option currency, donc une devise. Et en fonction de la devise, le sigle de la devise sera soit à droite, soit à gauche en fonction de la langue de l'utilisateur. Ou alors par exemple la liste des pays ou la liste des fuseaux horaires. Donc, par exemple, si là ici mon PHP il est configuré sur la locale américaine, je vais avoir par exemple la devise qui va être euro à gauche, et en français j'aurai le sigle euro à droite, ou alors j'aurai French et français pour la France. Donc, déjà par défaut, ces types de champs sont prédéfinis, enfin sont déjà pré-traduits par le système de formulaire. Alors, maintenant que j'ai mon formulaire, j'ai déjà résolu un certain nombre de problèmes. Donc les formulaires imbriqués, les types de champs personnalisés également. J'ai fait de l'internationalisation. J'ai un jeton 6 heures, j'ai plein de choses, mais maintenant il va falloir que je valide mes données. Et c'est là en fait où le composant validateur va entrer en action. Là encore, c'est bien deux composants distincts puisque vous pouvez les utiliser de façon strictement séparée. D'un côté le composant forme et de l'autre le composant validateur. Et vous pouvez donc avoir une interaction entre les deux, forcément, quand on fait des formulaires, on veut valider les données. Donc là, pour activer le support de la validation, dans mon fichier de Bootstrap, je vais devoir créer un objet validator, ici avec un validator builder. Et je vais venir enregistrer ce validator dans le système de formulaire grâce, là encore, à une extension de formulaire. Donc simplement, le composant de formulaire m'expose une classe qui est la validator extension. Donc, dans la full stack de Symfony, c'est déjà intégré, mais si vous voulez utiliser le système de formulaire en dehors de Symfony, vous allez devoir ajouter dans le système de formulaire la validator extension. Et donc, à ce moment-là, mon formulaire en fait, aura connaissance de l'objet validator. Mais c'est bien l'objet validator qui a pour rôle de valider les données. Donc, pour pouvoir valider les données, je vais appliquer des règles de validation. Ces règles, elles sont définies sous forme de contraintes, donc on appelle ça des contraintes, et à chaque contrainte, on va avoir un objet validateur associé. Donc la contrainte, elle ne fait que décrire la règle que l'on souhaite appliquer. Est-ce que le champ est vide, ou est-ce que le champ il est obligatoire, ou est-ce que le champ, quelle est la taille qu'on veut, la taille maximum ou la taille minimum. Et à cette contrainte, on va avoir un objet validateur qui lui va véritablement déclencher la logique métier pour faire la validation. Donc on a vraiment deux objets à chaque fois. Une contrainte que nous on va utiliser pour décrire la règle, et puis derrière le système de validation va utiliser le validateur associé. Donc si je travaille sur un formulaire, si je reviendrai, si mon formulaire, je veux lui associer des contraintes, par défaut, si vous êtes en PHP, vous allez appliquer les contraintes via le formulaire directement ici, via une option constraint sur chacun de vos champs. Et vous allez dire, voilà, j'ai un tableau de contraintes. Donc je vais dire, ce champ name, il est obligatoire et on doit saisir entre 5 et 40 caractères. Donc là, en fait, je mélange à la fois la description du formulaire et la validation. C'est ce qu'on ferait, par exemple, sur le champ rules dont je parlais tout à l'heure, le champ qui n'est pas associé à l'objet. Je mettrai la validation ici grâce à l'option constraints. Dans le cas où on valide un objet, l'idéal, c'est plutôt de déporter cette description de la validation à un autre niveau pour ne pas dépendre forcément du formulaire et pour garder une classe de formulaire relativement simple. J'ai un autre exemple, le type choice, c'est assez classique.
Donc, je vais revenir après sur le mapping avec les objets. J'ai donc ici pour valider mon formulaire, je vais maintenant utiliser ici cette méthode isValid. Quand on appelle isValid, ce qui se passe derrière, très simplement, vu que le formulaire en fait il embarque via la validator extension, il embarque l'objet validator, en fait le formulaire va simplement déléguer ce travail de validation à l'objet validator. Et en fait l'objet validator a une méthode qui s'appelle validate, qui reçoit le tableau ou l'objet en question que vous souhaitez valider, et donc qui va déclencher l'ensemble des contraintes. En réalité, ce n'est pas vraiment le form qui valide, le form simplement délègue au validateur qui est dessous. Au niveau du rendu, vu qu'on est dans Twig et que le formulaire également est capable d'afficher les erreurs, donc on va avoir les messages d'erreur par défaut et qui peuvent également être traduits par défaut. Le composant validator, il vient avec tout un tas de contraintes par défaut. Donc on a les contraintes assez classiques, valider qu'on a bien saisi une valeur parmi une liste de valeurs, ou valider un upload de fichiers. Par exemple, file permet de valider le type d'un fichier qu'on upload, ou alors image, que j'ai ici, c'est une nouvelle contrainte en 2.1. La contrainte image permet de valider les dimensions de l'image, en fait, de l'upload de fichiers. Vous pouvez vérifier la longueur minimum, maximum, et puis la hauteur, et la largeur et la hauteur, minimum, maximum, grâce à la contrainte image. Et donc il y en a un certain nombre. Ici, je n'ai pas tout listé, je n'avais pas assez de place. Vous pouvez créer vos propres contraintes également. Il y a plein de bundles également dans Symfony qui apportent des nouvelles contraintes. Dans le cas d'une application PHP, vous pouvez également créer vos propres classes de contraintes que vous ajouterez à votre système de validation. Donc, pour définir en fait ma validation, on l'a vu, soit je décris ça directement en code PHP dans ma classe de formulaire, mais là où c'est intéressant avec ce système de formulaire de validation, c'est qu'on va pouvoir choisir également un format différent de configuration. Donc Symfony supporte par défaut le PHP, mais également le XML, le YAML ou les annotations. Donc voilà comment ça se passe. Pour apporter ces formats supplémentaires, on doit configurer le validator builder pour lui dire en fait quel type de format on veut activer pour définir les règles de validation. Ici, j'ai @methodMapping, donc ça signifie que je vais vouloir utiliser une méthode statique qui va porter ce nom-là. Donc j'ai pris le même nom que ce qu'on a dans la doc de Symfony. Donc si mes objets PHP définissent cette méthode-là, le système de validation prendra cette méthode qui contient le mapping de la validation. Si je veux supporter le XML, eh bien, je vais dire voilà, j'ai des règles de contraintes dans ce fichier XML, ou alors j'ai des règles dans ce fichier YAML. Donc là, si vous voulez utiliser le YAML, il vous faudra forcément le composant YAML en plus à activer avec Composer. Ou si vous voulez utiliser des annotations, il faut lui dire ici je veux activer le support des annotations. Pour les annotations, vous devez également avoir Doctrine Common exactement, ou Doctrine Annotation depuis pas longtemps. Donc en fait, Doctrine a le parseur d'annotation qu'il faut récupérer avec Composer. Donc si je fais du PHP, eh bien, je peux utiliser cette méthode load validator metadata que j'ai définie préalablement dans le validator. Et ici, je vais définir les contraintes que j'applique sur mes propriétés. Donc là, je dis la propriété name, elle est obligatoire et elle doit contenir entre 5 et 40 caractères. C'est assez verbeux à écrire, mais au moins c'est décorrélé de la classe de formulaire qu'on avait juste avant. Ou alors je peux utiliser du YAML, donc le YAML, le fameux fichier YAML. Donc je vais dire voilà, pour cette classe-là, je veux contraindre les propriétés. Donc, en l'occurrence, la propriété name, et la propriété name, eh bien, elle va être obligatoire et avoir entre 5 et 40 caractères. On verra qu'on peut contraindre également des méthodes et l'objet lui-même avec ici des contraintes sur des getters ou sur la classe personne en elle-même. Si vous préférez faire du XML, vous pouvez aussi le faire en XML, donc ça ressemble à ça, la syntaxe. J'ai un fichier XML qui contient donc la définition du mapping, et pour chaque classe d'objet qu'on veut valider, je vais définir les types de contraintes que je vais appliquer. Donc ici, une contrainte sur une propriété et la propriété name, et donc je vais lui appliquer des contraintes, donc note blank et length. C'est assez verbeux, mais c'est également possible de le faire en XML. Et si vous avez donc le package Doctrine Annotation et que vous avez activé le support des annotations, vous allez pouvoir simplement le faire ici avec une règle en annotation. Donc, je souhaite que le nom soit validé, donc qu'il soit obligatoire et qu'il ait entre 5 et 40 caractères. Donc, tout ça, c'est tout ce qui est fait par défaut dans la full stack, mais
vous pouvez l'activer explicitement dans le composant si vous voulez l'utiliser dans vos applications PHP. Mes contraintes, elles ont une portée. Vous pouvez appliquer des contraintes, en fait, j'ai dit, sur 3 niveaux, soit des propriétés, soit un getter, soit la classe en elle-même. La plupart des cas, on va appliquer la contrainte sur des propriétés. Donc ici, par exemple, la propriété picture, vu que c'est une image que j'ai uploadée, j'aimerais valider que cette image, eh bien, elle ait des dimensions particulières. Donc ici, j'applique cette contrainte sur la propriété. Dans certains cas, on voudra appliquer la contrainte sur la classe en elle-même. Par exemple, imaginez que là, je suis en phase d'inscription, je m'inscris au site avec un login et un mot de passe. Eh bien, j'aimerais vérifier que mon champ username n'est pas déjà utilisé, enfin que le username n'est pas déjà utilisé dans la base de données par quelqu'un d'autre. Donc je peux moi-même créer ma contrainte, par exemple, unique. Et vu que je vais vouloir valider l'objet personne par rapport aux autres objets personnes du même type dans mon système d'information, je vais dire, bah, tiens, ici, je vais me créer une contrainte unique. Donc celle-ci, c'est une contrainte que je me suis créée moi dans mon application PHP qui utilise mon système de validation. Et puis derrière, j'ai un validateur qui va aller faire par exemple une requête en base pour vérifier s'il n'y a pas déjà une personne qui a le même username que celui que j'ai saisi dans mon formulaire. Donc là, vu que je valide la personne par rapport aux autres personnes, je vais appliquer cette contrainte en fait sur l'objet dans sa globalité. Et puis, on a une dernière portée, c'est la portée sur les getters. La portée sur les getters va permettre d'exécuter en fait votre propre logique de validation. Dans certains cas, vous avez besoin d'avoir une petite logique de validation, sans forcément passer par un validateur personnalisé. En l'occurrence ici, un cas assez simple, quand je m'inscris avec mon username et mon mot de passe, j'aimerais une règle qui dit, bah voilà, on n'a pas le droit d'utiliser son username dans le mot de passe. Par sécurité, on ne peut pas s'inscrire avec le même username dans le mot de passe. Donc vu que j'ai cette dépendance avec à la fois le champ username et le champ mot de passe, je ne peux pas valider une propriété toute seule, je valide les deux en même temps. Donc je vais définir une contrainte sur une méthode, donc une contrainte de type getter, donc sur une méthode qui renvoie une valeur. Cette méthode ici, c'est la méthode isPasswordValid, qui est définie en fait par en réalité un champ virtuel. En fait, il faut voir ça comme un champ virtuel qui s'appelle passwordValid. Et donc ce champ virtuel doit être représenté par une méthode qui commence par get ou par is. Donc là j'ai choisi is comme préfixe, c'est plus clair. Donc là j'affecte une contrainte de type true. Donc en fait cette méthode doit renvoyer vrai pour que ce soit validé. Si elle renvoie autre chose que vrai, j'ai ce message d'erreur qui va s'afficher. Donc en l'occurrence ici, je regarde que le username et le mot de passe sont différents, donc je ne peux pas m'inscrire avec mon username dans le mot de passe. Alors le problème de ces contraintes de type getter, c'est que vu qu'elles ne sont pas associées par défaut à un champ précis de votre application, eh bien elles remontent en erreur globale. D'accord ? Donc là, elle n'est pas appliquée ni à mon champ username ni à mon champ password, mais ça remonte tout en haut du formulaire. Mais on peut néanmoins réappliquer ces erreurs sur un champ précis via une nouvelle option qui était introduite en 2.1, c'est l'option Error Mapping. Vous lui dites simplement, s'il y a une erreur qui remonte sur un champ virtuel qui s'appelle passwordValid, eh bien tu la réaffectes tout simplement sur le champ concret ici qui s'appelle password. Et auquel cas, cette erreur va redescendre au niveau de mon champ password. Et je crois que c'est mon dernier morceau. Donc, tous ces messages, ils sont en anglais par défaut. Peut-être que je les veux dans une autre langue, en français par exemple. Donc, si je veux avoir le support des traductions, eh bien là encore, le système de formulaire et le système de validation vont pouvoir bénéficier du composant translator de Symfony. Donc, je récupère le composant translator avec composer. Je crée un objet translator, je lui passe la locale par défaut. Donc là, je l'ai mis en dur, je veux traduire mes messages en français. J'enregistre le type d'objet qui va servir à stocker le type de format qui va stocker mes traductions. Donc en l'occurrence, là, je vais utiliser des fichiers XLIF. Et je vais aller chercher par défaut les deux fichiers de traduction qui sont dans le composant form et dans le composant validator, donc qui fournissent les messages d'erreur par défaut en français pour cela. Mais je vais également, si je le souhaite, pouvoir surcharger tout ça avec mon propre fichier de traduction. Et j'enregistre enfin une extension Twig qui s'appelle Translation Extension, qui va permettre d'avoir des fonctions Twig pour de la traduction. Le système de formulaire, il va automatiquement appliquer les traductions sur vos messages d'erreur. Donc
dans mon fichier, Xlib, je vais simplement traduire les messages qui ne sont pas par défaut traduits. Et donc je vais avoir ce message d'erreur en français qui s'affichera. Donc vous voyez que ce système de formulaire, par défaut, quand il est dans Symfony, dans la full stack, il est assez, on va dire, il masque en fait toute la complexité au niveau de la configuration, au niveau de l'installation. Mais on peut l'utiliser en dehors de Symfony. Bon, il y a quand même un peu de code à écrire au début dans le Bootstrap. Je vais vous donner le lien juste après. Mais vous pouvez y aller étape par étape et donc remplacer les formulaires que vous traitez d'habitude traditionnellement à la main en PHP avec ce composant de formulaire et ce composant de validation. Vous avez donc les accès à la doc, où il y a en gros tout ce que j'ai dit se trouve dans la doc, et ce lien-là en fait qui correspond à cette expérimentation du composant form en dehors de Symfony par l'auteur des formulaires lui-même, par Bernard. Donc vous avez tout sur le dépôt GitHub avec les exemples en Twig et en PHP. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Ah. Il y a un micro il arrive. Bonjour. Bonjour. Alors, tu n'en as pas parlé, mais est-ce que quand on prend le component form en dehors de Symfony 2, on a accès à tous les événements liés aux formes, c'est-à-dire tout ce qui est preset data, post-set data? Oui. En fait, le composant form, il dépend d'Event Dispatcher quand on le récupère. Donc on récupère également Event Dispatcher. Et donc oui, en fait, dans le bind, tous les événements sont bien déclenchés. Donc oui, tu peux te brancher sur ces événements avec des écouteurs et faire la logique quand le formulaire il est pré-bindé ou post-bindé. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire évoluer la valeur d'un select en fonction d'un input d'avant. Oui. À partir du moment où tu as accès, à partir du moment où le formulaire, en fait, le système de formulaire te permet de brancher des événements, parce qu'il utilise l'event dispatcher derrière, il va dispatcher ces événements. Donc tu vas pouvoir te brancher sur ces événements et faire ta propre logique grâce à tes écouteurs. D'accord. Merci. Peut-être une question de débutant, je ne sais pas trop. Pas de mauvaise question. À un moment donné, tu montres if method is post, enfin if is method post. Request is method post. Oui, ouais. voilà, quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai vu aussi dans le bouquin, puisque je découvre Symfony. Ça veut dire que dans la même fonction de contrôleur, voilà, c'est ça. En gros, si je pars du principe que ça, c'est dans un contrôleur, oui. Dans la même fonction de contrôleur, on gère à la fois le get qui affiche le formulaire normal et le post qui pour la soumission. Dans ce cas-là, c'est ce que j'ai fait, oui. J'ai tout mis dans la même fonction. C'est-à-dire que ce contrôleur, si je considère que c'est un contrôleur, c'est le script de PHP qui fait à la fois, si on a accès dans get, il affiche le formulaire. Si je vais en post, il va le valider. Mais on peut très bien séparer ça en deux scripts, en deux contrôleurs différents. Un contrôleur qui va juste préparer ton formulaire et simplement l'afficher, et poster sur notre URL qui, elle, va faire ce traitement-là, donc pour valider le formulaire. C'est tout à fait possible. C'est peut-être répondre à ma question. Du coup, si on veut séparer les deux en deux routes, ouais. Comment on fait le bind? Enfin, comment on gère le bind? Parce que normalement, quand on crée un formulaire, on l'associe à un modèle pour pouvoir faire le binding. Je crois que tu montres ça dans un slide précédent. En fait, ici, quand on fait le bind, ici, simplement, on lui donne les données qu'on a postées. Les données qu'on a postées, c'est soit un tableau, d'accord, on lui passe un tableau qu'on a récupéré directement depuis le tableau post, ou alors on lui passe l'objet request directement. Et après, quand il crée l'objet de formulaire, c'est parce qu'on lui a dit dans la classe de formulaire, on lui a dit que ce formulaire était associé à la classe personne. Donc lui, il va automatiquement instancier la classe personne au moment du bind. Donc, à l'intérieur de la méthode bind, en fait, il instancie la classe personne et il remplit l'objet personne avec les données qui sont postées, qui se trouvent dans l'objet request qu'il récupère. Ça répond à ma question. Voilà. Et je me permets une dernière question. Est-ce que c'est facile de faire du multi-step ou multi-page form avec le composant form? Oui, tu peux le faire si tu stockes par exemple en session. En fait, à chaque étape, tu stockes en session par exemple les données du formulaire. Donc ici, si tu fais un form get data, alors si tu travailles sur des objets, il va falloir que tu sérialises tes objets en session. Dans certains cas, ça peut être délicat parce que tu parles des objets qui peuvent être assez complexes. Tu peux avoir des ouvertures sur des connexions bases de données ou sur des fichiers. En quel cas, ça va être délicat. L'idéal, c'est plutôt comment dire ça. Si ton getData, ça renvoie un objet
soit tu le sérialises directement parce que c'est un objet qui est relativement simple, qui contient que des données, donc tu le sérialises et puis tu le désérialises de l'autre côté, sur la deuxième étape. Ou alors tu convertis tout en tableau avant de mettre en session. Ou alors tu peux utiliser, il y avait la conférence tout à l'heure sur le JMS Serializer, sur la classe, en fait le composant Serializer, c'est une librairie en fait PHP qui est autonome. Et donc tu peux utiliser les classes soit du composant Serializer de Symfony ou du JMS Serializer pour serialiser des objets complexes qui ont des imbrications en fait d'objets, et donc désérialiser de l'autre côté, donc récupérer les objets et leurs dépendances à partir d'une chaîne YAML ou d'une chaîne XML par exemple. Il y a encore plein de questions. Une petite question sur les validations. L'idée, c'est d'essayer de bien séparer validation et formulaire. Ouais. Sauf que sur les contraintes sur Getter, à la fin, en fait, de ce que je vois, l'error mapping, il est refait au niveau formulaire. C'est-à-dire que du coup, on remet une dépendance entre les validateurs et les formulaires sur des champs de Getter. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen finalement de dire cet error mapping, de le déporter au niveau des validateurs? Parce que du coup, on peut le faire en créant un objet validateur personnalisé. Que là, il faut créer, dans ce cas, une contrainte, une classe de contrainte qui décrit la contrainte, plus une classe de validateur associée qu'on va enregistrer dans le système de validation. En fait, dans cette classe de validateur, on va pouvoir dire je réaffecte en fait le message d'erreur sur un champ précis ou un chemin précis dans mon formulaire. Mais il faut passer par il faut créer une classe, il faut créer un objet validateur fait pour ça. D'accord, donc c'est possible. C'est possible de le faire, mais il faut créer un validateur. Donc ça, c'était juste une méthode entre guillemets rapide de présentation du coup. Parce qu'en fait, cette méthode-là, ce use case-là était intéressant que dans ce contexte-là. Je n'allais pas réutiliser ce type de validateur ailleurs que dans cet endroit-là. Donc je me dis, plutôt que de faire une classe qui va servir qu'une fois, autant le faire directement avec un getter dans ma classe ici personne. Mais si par contre tu as pour but par exemple, de le réutiliser ailleurs, ou si tu veux vraiment découpler ta validation et ton formulaire, auquel il faudra faire une classe de validateur associée. En prenant exemple sur les classes qui sont déjà livrées dans le système de formulaire, par le système de validation plutôt. Okay. Alors, moi j'ai une question sur les validateurs simplement. Ouais. J'ai besoin de vérifier par exemple qu'un login n'est pas unique, par exemple, donc elle est se connecter en base. Donc comment on relie de façon propre le validateur et l'entity manager? Parce qu'on n'en a pas, dans le validateur on n'a pas l'entity manager, donc on ne peut pas se connecter en base. Alors, c'est quoi, dans quel contexte? Dans un contexte où on est en dehors de Symfony ou dans un contexte où on est vraiment dans Symfony? Dans Symfony. Dans Symfony, il faut dans ce cas-là que tu crées un service. En fait, il faut que tu crées une classe de validateur qui va être un service que tu vas taguer avec, si je ne dis pas de bêtises, validator ou quelque chose comme ça. Il y a un tag qui est fait pour ça. En fait, en taguant Symfony sait que c'est un validateur. Et en fait, à ton service, tu vas lui injecter les dépendances dont il a besoin, donc notamment l'entity manager par exemple. Oui, donc on n'utilise pas le validateur existant, quoi, en fait, parce que le service validateur existe déjà. Il y en a un qui s'appelle Unique Entity. Il y a en fait, pour tester l'unicité d'une entité dans la base de données, il y a déjà un validateur qui s'appelle Unique Entity, une contrainte qui s'appelle Unique Entity, que tu trouves dans le Doctrine Bridge, donc dans Symfony, Bridge, Doctrine, Validator, Constraints et Unique Entity. Donc c'est déjà de base dans Symfony. Et en plus, il est intelligent parce que si tu es en mode édition, par exemple, admettons que tu as ton adresse email et que ton adresse email elle est unique en base, en mode édition, tu peux te laisser tu vas laisser ton adresse email, tu vas pas la changer. Donc lui, il va comprendre que c'est ton adresse email que tu as déjà, donc il va chercher à la revalider et à retester que cette adresse email n'est pas déjà prise par quelqu'un d'autre, puisque c'est toi qui la possède. Donc ça, c'est déjà de base dans cette classe Unique Entity. D'accord. Merci. Je crois qu'on est à... Je crois que c'est bon, on est à bout. Dépassé, non? Okay. Je vous remercie.